Alors, bienvenue à tous, comme je disais, pour ce nouveau rendez-vous webinaire d'Escaping Games. Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est le grand Julien qui nous fait l'honneur d'intervenir durant cette conférence en ligne intitulée Design et évaluation de jeux sérieux, qu'Aurélia et moi modérons ce soir. Donc, comme nous en avons l'habitude, nous présentons notre invité. Donc, Julien Alvarez est donc professeur-chercheur associé au laboratoire de Visu et aussi à l'INSPE de Lille. Ses travaux de recherche se portent sur le domaine des sciences de l'information et de la communication. Il est spécialisé dans le serious game et la ludopédagogie, et plus précisément sur la conception et l'évaluation d'activités ludopédagogiques. Alors, Julien Alvarez est aussi chercheur en ludopédagogie pour la société Immersive Factory et président de l'association Ludosciences. Enfin, comme vous le savez sans doute tous, son nom est aussi associé au SEG Awards. Il s'agit d'une journée d'études sur les Serious Escape Games, un événement devenu incontournable pour tous les passionnés d'escape games pédagogiques. J'ajoute qu'il est également co-auteur de plusieurs ouvrages, donc je vais en citer deux. Apprendre avec les Serious Games aux côtés d'Olivier Rampenot et donc l'escape game pédagogique, une pratique innovante, dans lequel il a coécrit un article avec Antoine Tally, donc ouvrage que j'ai eu la chance, moi, en tout cas, de co-coordonner. Alors ce soir, comme vous avez pu le lire, Julien se propose de nous en apprendre davantage sur le design et l'évaluation des jeux sérieux. Et à cette fin, il interrogera tout d'abord la légitimité et la pérennité du jeu sérieux, donc, pour ensuite questionner l'idée d'instrumentaliser le jeu pour lui assigner des objectifs utilitaires. Par la suite, après avoir affirmé que l'instrumentalisation du jeu est techniquement possible et après avoir évoqué la notion de l'expérience pour l'utilisateur ou utilisatrice, celle du plaisir, celle de l'usage du jeu sérieux en situation formelle, Julien abordera la question de la pédagogie comme une approche centrale dans le Serious Play Design et également celle de l'évaluation d'un dispositif de type jeu sérieux en prenant appui tout d'abord sur un exemple concret de design de jeu sérieux et puis sur celui du modèle cépage. Alors voilà, si vous êtes prêts comme nous, donc je vais laisser la parole à Julien et je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Julien, je te laisse la parole. Voilà, c'est à toi. Bonjour à tous. Un grand merci à Christelle et Aurélia pour cet accueil. Merci à tous les participants de ce webinaire d'être présents et on va démarrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, en ce qui concerne donc la présentation qu'on va avoir ensemble, donc on va aborder la question du design et l'évaluation de jeux sérieux. Pour ce faire, on va faire des choses concrètes. On va essayer de jouer ensemble à certains moments donnés pour qu'on puisse se rendre compte des approches théoriques ou des aspects que je pourrais aborder durant cette présentation pour que ce soit quelque chose de tangible, de compréhensible, parce que dire des choses, c'est très bien, mais les vivre, c'est un peu mieux. Donc, ce qu'on va voir ensemble, de manière très simple, on va voir des questions qui sont relatives au jeu sérieux, on va voir ce qu'implique la notion de design, de jeu sérieux, et on abordera également les questions de pourquoi faire usage de jeu sérieux avant de faire une synthèse. Le premier point, juste pour rappeler un petit peu le contexte, donc quand on parle de jeu sérieux, il y a d'abord la notion de serious game. Alors la notion de serious game nous renvoie en fait aux objets, c'est-à-dire avec quoi on joue, et l'origine est, on va dire, très lointaine. On trouve des traces de serious game dès les années 50 sous le format vidéoludique. Néanmoins, pour le grand public ou pour la vague dans laquelle on se situe aujourd'hui, on situe en 2002 en fait la mouvance actuelle qui a démarré avec America's Army, qui présentait trois fonctions utilitaires: diffuser un message, dispenser un entraînement et permettre la collecte de données. Donc à partir de là, quand on essaye de voir un petit peu l'impact de ce jeu sur le public, les militaires se sont rendus compte qu'ils avaient là un outil de recrutement qui était beaucoup plus efficace que les spots radio, les émissions télévisées ou les coupures de presse, enfin la presse,
pour essayer d'enrôler les 16-24 ans. En effet, en utilisant le jeu, ils avaient la possibilité donc de toucher quelque part les jeunes avec un média ou un médium, un support qu'ils aimaient bien. Et donc, les parents se sont rapidement émus en voyant leurs enfants partir pour l'armée, alors qu'à l'origine, ils étaient partis au centre commercial du coin faire un concours de jeux vidéo. Donc, on a pu se rendre compte à ce moment-là qu'il se passait quelque chose avec le support du jeu vidéo qui était autre chose que simplement se divertir. Donc aujourd'hui, quand on questionne le jeu sérieux, on a souvent une interrogation de savoir si America's Army, finalement, c'était un mythe, c'est-à-dire est-ce que c'est un cas unique dans l'histoire ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut réitérer? C'est-à-dire est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire d'autres jeux sérieux, d'autres serious games qui vont nous permettre de remplir des fonctions utilitaires tout en nous divertissant. Et donc, on a des écrits qui datent du début des années 2000 où la question n'était pas si évidente que ça. Par exemple, si on prend les écrits de Kellner, elle nous dit: le jeu n'a pas ce que nous pourrions appeler une valeur instrumentale, il ne sert à rien, sinon à jouer et à y prendre plaisir. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment que on a d'un côté le jeu et on a de l'autre côté les aspects utilitaires. Donc on va essayer de répondre à ces deux questions qui sont finalement, peut-on instrumentaliser du jeu? Et dans l'affirmatif, peut-on superposer les objectifs utilitaires du jeu tout en préservant les aspects utilitaires et vice-versa? Donc, pour pouvoir mettre ça en œuvre, on va rentrer dans de la pratique. Donc, de manière très simple, on va commencer par un premier jeu. Le premier jeu que je vais vous proposer, pour faire honneur à l'équipe de Rouen, de Christelle, on va faire un escape game. Donc tous ensemble. Donc pour faire cet escape game, je vais vous mettre dans la partie clavardage des liens. Ces liens vont vous envoyer vers 3 images. Je vais également partager l'écran et vous allez pouvoir comme ça voir en direct ces images durant les explications. Mais d'abord, je vais vous envoyer les liens de manière à être sûr que vous les ayez bien. Alors, de quoi il s'agit? Je vais partager l'écran. Donc ici, vous avez un premier visuel qui représente la première image de cet escape game. Alors, ça représente en fait une salle dans laquelle on est enfermé. Alors, je tiens à préciser que cet escape game, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est sur le site Tout en carton que vous pouvez le trouver. Néanmoins, je trouvais l'expérience intéressante parce que on peut faire l'expérience d'un jeu de type escape game, avec une approche qui est vraiment minimaliste. Donc ici, vous avez à l'image donc une salle dans laquelle vous êtes enfermé, et vous avez ensuite une deuxième image sur laquelle vous pouvez trouver un carton avec un contenu. Et enfin, vous avez une troisième image qui représente en fait un code pour sortir de cette fameuse pièce. Comment ça marche? D'abord, dans un escape game, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut fouiller les lieux, regarder dans l'image des indices, voir si vous trouvez, en l'occurrence, des nombres qui pourraient peut-être nous servir pour composer le code qui va nous permettre de sortir de la pièce. Donc vous avez par exemple des mots, des lettres, des documents qui traînent par terre, comme un papier, je ne dis rien. Vous avez sur des tubes à essai des chiffres. Vous avez une rose des vents. Bref, voilà. Vous avez tout un ensemble de choses que vous pouvez explorer. Regardez bien les images, il y a peut-être aussi des nombres ou des chiffres cachés. Ensuite, autre point, vous avez ici un code à saisir. Ce code, d'accord, on ignore le nombre de chiffres qu'il faut saisir, mais je peux vous dire qu'il est normalement au moins de 4. Ensuite, vous avez ici le fameux cadenas. Quand vous pensez avoir trouvé le code, ici, vous appuierez sur les numéros, les chiffres qui vous intéressent, et vous appuyez sur le bouton vert. Si ce n'est pas le bon code, ce sera signifié. Si c'est le bon code, vous devriez voir une image apparaître. On va se donner maintenant un petit temps pour jouer à ce jeu.
Donc, moi, j'ai ici 18h21 à la montre. On va se donner 5 bonnes minutes déjà pour commencer. On va se dire, on va faire un point à 18h26, 27. Vous avez le droit de communiquer entre vous. Si vous connaissez, vous pouvez vous envoyer des textos, voilà, pour voir un petit peu comment ça se passe. Et ensuite, pour les autres qui ne connaissent pas, vous pouvez utiliser la zone de clavardage. Donc, je vais arrêter le partage. Je vais revenir avec vous. Voilà. Donc, normalement, en cliquant sur les différents liens que vous avez que je vous ai donné dans la partie clavardage, vous devriez être en mesure, normalement, de pouvoir accéder à ces images par vous-même. Donc, vous pouvez vous concerter tous ensemble. C'est un jeu qui se veut coopératif, collaboratif. L'idée étant que, allez, à 18h27, vous ayez trouvé la combinaison pour sortir de cette pièce. C'est le défi que je vous demande de relever maintenant. À vous de jouer. Dans le carton, il y a effectivement des éléments qui vont nous permettre, qui vont certainement nous servir pour la première image. Qu'est-ce qui fait violet? J'imagine peut-être les couleurs sur les boîtes de conserve. Faire le labyrinthe qui se trouve sur un papier qui est posé sur le sol, qui a une équation avec des couleurs. Il y a des S qui seraient à l'envers, en plus des E sur le message. On a un code Morse quelque part. Tous les chiffres qui composent le code sont différents. Il n'y a pas deux chiffres identiques. Donc, si je vois le code, par exemple, 33230, c'est pas possible. On a 33 dans cette proposition. Premier chiffre de la combinaison, alors le 2. Pourquoi? Ça correspond au tube à essai violet qui correspond en fait au mélange entre le rouge et le bleu. Alors, je vais réafficher les visuels. Donc ici, effectivement, vous avez le rouge et le bleu qui nous donnent le violet. Donc, on a le chiffre 2. Ensuite, on a le chiffre 3. Alors, le chiffre 3, il y a deux moyens de le trouver. Le chiffre 3, vous aviez effectivement l'indice ici avec des E qui sont inversés. Et puis, vous avez ici aussi la possibilité de faire le labyrinthe. Si vous le suivez, ça vous fait le chiffre 3. Le 5, en fait, vous pouvez regarder par ici. Vous avez ici le chiffre qui était caché sur le carton. Donc, on a le 2, le 3, le 5. Vous avez, c'est très subtil, ici, sur la boîte, sur le sachet, vous avez ici des petits tirets et deux points. Et lorsque, en fait, on regarde dans la deuxième image, ici, le code Morse, qui correspond à 3 tirets et deux points, c'est le chiffre 8. Donc, théoriquement, si vous tapez le code 2, 3, 5 et 8, vous devriez sortir. Voilà, et comme l'avait trouvé Arnaud, c'est classé par ordre croissant, puisque dans la dernière image, vous avez ici, vous aviez en bas, effectivement, des petits chevrons qui symbolisent tout simplement plus petit que, le symbole mathématique plus petit que. Donc on met ici le plus petit nombre, et ainsi de suite. Et si vous êtes observateur, en fait, il y a la place pour 5 chiffres, le premier chiffre étant le 0. Voilà. Donc, si vous tapez maintenant le code ici, pour ceux qui n'ont pas pu le faire, vous avez la possibilité de taper 0, 2, 3, 5, 8 et en validant, normalement, vous gagnez. Voilà. Donc, je vais arrêter le partage écran. Voilà. Donc, on a fait une petite mise en jambe, on a joué tous ensemble et maintenant, on va remplir un petit questionnaire pour savoir ce que vous en avez, ce que vous pensez de cette expérience. Et nous découvrons ici ensemble les résultats. Alors, ici, en fait, dans la première question, alors, ce qui était demandé, en fait,
c'était de savoir d'abord quel était votre ressenti. Est-ce que vous aviez de l'anxiété, du déplaisir, de la peur? Est-ce que vous êtes neutre? Est-ce que vous avez au contraire ressenti du plaisir, de la joie ou de l'excitation? Et ensuite, pour ce jeu, je vous ai demandé si vous aviez rien compris, compris mais rien résolu, pensé avoir résolu une énigme, deux à trois énigmes, plus de trois énigmes, ou si vous avez carrément trouvé le code. Et donc maintenant, on va découvrir un petit peu les résultats. Donc vous êtes 56 personnes à avoir répondu. Donc vous êtes 8 ou 14% si vous voulez à avoir ressenti de l'anxiété, deux personnes à avoir ressenti du déplaisir, une personne qui a éprouvé de la peur, et puis ensuite on voit que globalement, vous êtes plutôt 28% à être resté neutre, vous êtes 48,2% à avoir ressenti du plaisir, donc c'est quand même la majorité, on va dire. Vous êtes 12,5% à avoir exprimé de la joie et 18 ou 32,1% qui avaient ressenti de l'excitation. Donc ça veut dire que si on regarde bien anxiété, déplaisir, peur, ce sont ce qu'on appelle des valences négatives. Neutre, c'est intermédiaire. Et ensuite, vous avez des valences positives qui sont exprimées par le plaisir, la joie et l'excitation. Et donc, pour ce jeu, qu'est-ce que vous avez dit? Vous êtes 21, vous êtes 5,4%, c'est-à-dire 3 personnes à prétendre ne rien avoir appris ou compris. D'accord? Donc ça, c'est important. Vous êtes 21,4%, c'est-à-dire 12 personnes à avoir trouvé le code. Vous êtes 2 à avoir résolu plus de 3 énigmes. Vous êtes 16 à avoir résolu entre 2 et 3 énigmes. Vous êtes 4, c'est-à-dire 7,1% à avoir résolu au moins une énigme. Et puis 19, c'est-à-dire une grande majorité, à avoir compris le principe du jeu, mais rien résolu. Donc ensuite ici, qu'est-ce que j'ai le sentiment d'avoir appris? On voit que il y a un petit peu de tout. J'ai noté sur mon cahier des idées, pas grand-chose. Se cacher un peu plus les indices, les détails, la déduction, rien, observation, non, trop subtil, pas vraiment, etc. Bien. Alors là, en l'occurrence, on vient de passer un moment très sympa où une majorité de personnes viennent d'avoir du plaisir, viennent de ressentir une valence positive, on va dire. Bon, quelques personnes ont exprimé aussi des valences négatives, je ne le néglige pas. Mais néanmoins, je ne vous ai pas dit ce qu'on allait apprendre en faisant ce jeu. On n'a pas du tout fixé d'objectif utilitaire. On a passé un bon moment. Voilà. Mais on n'est pas vraiment là dans le cadre d'un jeu sérieux. On est là dans le cadre d'une activité qui est ludique. Voilà, on s'est amusé. Moi, j'ai fait garderie. Voilà. Merci Christelle, merci Aurélia. On est venus pour s'amuser ensemble. Alors, qu'est-ce qui nous aurait manqué pour rentrer dans quelque chose d'un peu plus, on va dire, sérieux? Il nous faudrait en fait intégrer des éléments supplémentaires qui sont en fait d'abord dans un premier temps peut-être un brief, que je vous explique à quoi pourrait servir le jeu, et ensuite faire l'activité et enfin le débriefer. C'est ce qu'on appelle les trois temps pédagogiques de Nicole Tremblay, c'est-à-dire pouvoir nous amener d'un côté à fixer des objectifs utilitaires, ensuite faire l'activité et ensuite pouvoir la débriefer. Et c'est au moment du débriefing pardon, que les choses sérieuses commencent. Alors, pour voir tout ça, on va un petit peu avancer sur notre présentation et vous allez comprendre quelle est la subtilité entre la notion de jeu et de jeu sérieux. Au niveau de la notion de jeu, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on essaye de le définir, on a d'abord des auteurs qui ne sont pas tout à fait d'accord. Quand on prend par exemple plusieurs auteurs qui ont été recensés ici par Salen et Zimmerman, on voit que la plupart des auteurs vont nous proposer des propriétés différentes pour définir le jeu. Il y en a qui voient ça comme étant un principe fondé sur des règles, d'autres du conflit, d'autres du challenge, d'autres de l'activité, d'autres du pas sérieux, d'autres du volontaire, de l'incertain, etc. En fait, on se rend compte, quand on prend certains auteurs comme Chris Crawford, Roger Caillois, qu'ils vont nous proposer en fait des combinaisons différentes de propriétés. Et quand on creuse en fait la combinaison, enfin les combinaisons qui nous sont proposées, on voit qu'il y a malgré tout une propriété qui émerge,
qui est celle du principe fondé sur des règles qui limitent les joueurs. Néanmoins, pour le reste, en fait, on s'aperçoit que c'est une approche qui est très difficile à cerner, puisque des auteurs comme Jacques Henriot nous disent la chose que j'appelle jeu en ce moment sera peut-être différente demain. C'est-à-dire qu'en fait, la perception du jeu pour une même personne peut varier. Donc, en l'occurrence, quand on essaye de définir quelque chose qui pour nous-mêmes varie, on est forcément dans une approche qui est subjective pour le jeu et qui va dépendre d'énormément de paramètres qui sont des paramètres culturels, qui sont des paramètres liés au contexte, qui sont des paramètres liés aussi aux événements qu'on vient de vivre avant de faire l'activité. Et donc c'est pour ça que quand vous êtes des fois face à un même jeu, par exemple prenons le cas d'une boîte de Monopoly, pour être simple, des fois, vous aurez envie de jouer, donc vous allez trouver que cette activité va correspondre à un jeu, et puis d'autres fois, vous allez vous dire, bon non, là, ça ne m'amuse pas, j'ai pas envie, voilà. Et donc, tout ça, ça peut être lié à votre état de fatigue, à votre façon de percevoir l'activité à ce moment-là, à des événements, à un contexte, à des enjeux, etc., etc. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, quand on sait que le jeu est quelque chose d'extrêmement subjectif, c'est quand même d'essayer de trouver des éléments qui vont, à un moment donné, nous permettre de fixer quand même ce qui est le minimum vital pour qu'on soit face à un jeu. Et ce minimum, c'est ce que je vous propose à l'écran. Ici, on a la base minimale de jeu. Alors, ce qu'il faut, c'est au minimum d'avoir des joueurs, d'avoir au minimum des règles et d'avoir au minimum quelque chose avec quoi jouer. Alors, au niveau de l'exemple que je pourrais vous donner, on peut dire par exemple, prenons un jeu avec une bille. La bille constitue l'élément avec lequel on peut jouer, ce qu'on appelle aussi un artefact. Ensuite, il nous faut un joueur ou une joueuse qui va pouvoir manipuler la bille. Et puis enfin, il va falloir qu'on fixe des règles. Qu'est-ce qu'on doit faire avec la bille? Est-ce qu'on doit, par exemple, amener la bille à toucher une autre bille? Est-ce qu'on doit amener la bille à faire tout un parcours et atteindre un point d'arrivée? Voilà, il faut qu'on fixe des règles. Donc, si vous enlevez un de ces trois paramètres, vous perdez la notion de jeu. En effet, si vous avez la bille toute seule, posée sur une table, sans joueur, sans règles, bah vous avez une bille. Et vous ne jouez pas avec, donc il n'y a pas de jeu. Si vous avez la bille posée sur une table avec une personne qui est mise en présence et pas de règles, bah vous ne savez pas quoi faire de cette bille. Donc, vous n'avez pas de jeu non plus. Et enfin, si vous avez juste le joueur, mais pas la bille, pas les règles, bah là, c'est difficile de déterminer si on est face à un jeu, puisqu'on n'a pas les trois ingrédients. Néanmoins, on aurait des personnes qui pourraient nous dire, on n'est pas obligé d'avoir un objet, c'est-à-dire un artefact physique, matériel, pour qu'on puisse jouer. On pourrait par exemple jouer à un jeu de devinette. Et donc, on est dans la manipulation de symboles ou dans la manipulation d'éléments immatériels pour pouvoir jouer. Néanmoins, ces éléments symboliques ou immatériels peuvent aussi être définis comme étant un artefact. Donc, on a toujours finalement quelque part besoin de cet artefact pour pouvoir jouer. Alors, maintenant qu'on a défini cette base minimale de jeu, à quoi ça va nous servir? On va essayer de définir un peu mieux le distinguo qu'on peut opérer entre du jeu sérieux et du jeu. En fait, on voit quelque chose se dessiner. On a d'un côté le besoin de dire qu'on a le jeu qui est l'élément avec lequel on joue, ce qu'on appelle l'artefact, et de l'autre côté, le jeu qui est considéré comme étant une activité, c'est-à-dire le fait de jouer, le verbe jouer. Donc, quand on veut distinguer le jeu du jeu sérieux, il nous faut distinguer ces deux approches par l'activité, mais aussi l'artefact. Si on ne fait que distinguer l'artefact, par exemple du jeu pour le jeu sérieux, ça ne suffit pas. Il faut à la fois qu'on ait une différence entre l'artefact du jeu et l'artefact du jeu sérieux d'une part, et une différence entre l'activité de jeu et l'activité de jeu sérieux d'autre part. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Donc, si on continue notre propos,
Alors, on va essayer de voir ensemble ces éléments, ces différences qu'on peut opérer. Alors, en français, on dit jeu sérieux. Mais quand on prend l'origine du mot jeu sérieux, en fait, ça nous vient de serious game en anglais. Et serious game en anglais, quand on est un peu anglophone, on sait que game, qui compose serious game, en fait, nous ramène surtout à la notion d'artefact. Donc, quand on veut comparer le jeu du jeu sérieux sur le plan de l'artefact, ça revient à comparer le jeu du serious game, si vous voulez. Et dans le cadre du serious game, il nous faut identifier les propriétés, ce qui va caractériser un serious game. Ce qui va caractériser un serious game, c'est au moins 3 éléments. D'abord, un serious game en tant qu'artefact est issu d'un marché qui s'écarte de celui du seul divertissement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel on peut s'appuyer, c'est qu'un serious game en tant qu'artefact hybride des éléments de jeu et des fonctions utilitaires. Ça veut dire que un serious game ne sert pas juste à se divertir, il y a aussi l'intention associée à ce jeu de viser une fonction utilitaire. Et ces fonctions utilitaires, si vous voulez, sont au nombre de 3. Soit diffuser un message, soit dispenser un entraînement, soit permettre la collecte de données. Et enfin, l'utilisation d'un serious game vise pour son concepteur, ça c'est très important, une finalité utilitaire. C'est-à-dire que quand un concepteur crée un serious game, il ne vise pas l'idée de simplement divertir, il vise aussi le fait de viser une fonction utilitaire et de se servir du jeu comme étant un moyen d'atteindre cette fonction utilitaire. Donc, on a parlé de l'artefact, maintenant on va parler de la notion d'activité. Donc, quand on se positionne au niveau de l'activité, on veut distinguer la notion de play et de serious play. Donc, à partir de là, on va voir que c'est deux choses qui sont différentes avec les travaux de Blanchard. Alors, les travaux de Blanchard, qu'est-ce qu'ils nous disent? En 1995, ce chercheur américain nous a proposé en fait un graphe qui propose tout simplement deux entrées. Alors, on a d'un côté le play et le not play, c'est-à-dire le fait d'être dans le jeu ou dans le non-jeu. Et de l'autre côté, sur l'autre axe, il nous propose de différencier le travail ou l'école, si vous voulez, du loisir. Et donc, on se retrouve avec 4 cadrans, cadran A, cadran B, cadran C et cadran D. Alors, le cadran A, c'est le travail ludique, c'est-à-dire qu'on serait à la fois dans le domaine du travail et en train de jouer. Le cadran B, c'est on est dans l'activité de jeu et on s'inscrit dans le loisir. Le cadran C, c'est on est dans le travail, mais c'est pas ludique. Et enfin, on a le cadran D, on est dans la sphère du loisir, mais c'est pas ludique. Par exemple, vous pouvez faire du tricot. Vous êtes dans le cadre du loisir, mais c'est peut-être pas forcément ludique. Alors maintenant, nous, quand on s'inscrit dans le cadre du Serious Play, on est dans le cadran A. C'est-à-dire qu'on s'inscrit en situation formelle et on vise à inscrire le jeu et une activité et on s'inscrit dans un cadre, pardon, qui est celui du travail ou de l'école. Alors, la notion d'artefact, qu'est-ce que c'est? Artefact, si vous voulez, c'est ce avec quoi on joue. Quand on joue à quelque chose, on va utiliser par exemple des cartes, on va utiliser des pions, on va utiliser des dés, on va utiliser un plateau de jeu, on va utiliser une manette de jeu si on utilise un jeu vidéo. Tout ça, ce sont en fait des artefacts, ce sont des objets tangibles. C'est avec quoi on joue. C'est les outils qu'on peut utiliser pour jouer. L'activité, la notion d'activité, c'est le fait de se mettre à jouer. C'est-à-dire qu'un être humain qui se met face à un jeu de cartes, il va s'inscrire dans le jeu ou pas. Et le fait de s'inscrire dans le jeu, c'est une activité qu'on appelle une activité ludique. Maintenant, cette activité ludique, ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'on peut la faire dans différents lieux. On peut le faire à la maison ou on peut le faire, par exemple, dans un lieu de travail ou on peut le faire dans une école. Et en fait, si vous voulez, quand on s'inscrit dans le serious play,
on est nécessairement dans le cadre du travail ou de l'école, c'est-à-dire on s'inscrit en situation formelle et on nous propose dans ce cadre-là de jouer. L'artefact est un objet, mais attention, c'est ce que je vous disais rapidement tout à l'heure, l'artefact n'est pas forcément un objet physique. Ça peut être une bille, mais ça peut être aussi quelque chose de symbolique. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, manipuler des idées, des concepts, donc ça peut être aussi immatériel. Par exemple, si vous jouez au jeu du bac, on vous demande de réfléchir à une lettre de l'alphabet. Et ensuite, une fois que vous avez déterminé la lettre de l'alphabet, vous devez trouver le nom d'une ville, le nom d'un pays, le prénom de quelqu'un, etc., qui commence par cette lettre. Donc là, vous manipulez des symboles. Vous le faites dans votre tête. Voilà. Mais vous ne le faites pas de manière concrète. Vous n'avez pas la lettre A que vous manipulez physiquement. Vous le manipulez mentalement. Donc c'est en ça qu'un artefact n'est pas forcément un objet matériel. Alors, la présentation Geniali, c'est un artefact, c'est un support qui est de type numérique. Alors après, évidemment, tout dépend ce qu'on fait dans Geniali. C'est-à-dire que dans Geniali, est-ce qu'on dessine des éléments qui permettent de faire un jeu? C'est-à-dire, est-ce qu'on a par exemple un plateau de jeu fait sous Geniali ou Geniali et qui représente par exemple un jeu d'aventure? Voilà. Donc en fait, Geniali est un support immatériel pour le coup, puisque c'est un support numérique. Euh, Ça, c'est donc bien un artefact, il n'y a pas de souci là-dessus. Et quand on met une personne en présence de Geniali, on commence à lui demander de jouer et là, on rentre dans l'activité. Donc du coup, ce que je voulais vous dire, je reprends mes propos. Là, j'en étais à dire, mais quand on a déterminé la base minimale de jeu, c'est-à-dire qu'il nous faut un artefact, une personne et des règles, on n'a pas tout dit pour distinguer le jeu du jeu sérieux. Et on a besoin, pour distinguer le jeu du jeu sérieux, de se situer sur deux plans qui sont sur le plan de l'artefact et sur le plan de l'activité. Et donc, sur le plan de l'artefact, pour distinguer le jeu du jeu sérieux, en fait, c'est la notion de marché qui va nous permettre de les distinguer, si vous voulez, de manière résumée. Vous avez le jeu qui sert à divertir, qui va viser uniquement le marché du divertissement, alors que le jeu sérieux, lui, va viser des marchés qui peuvent être ceux de la culture, de l'éducation, de la santé, etc., etc. Ensuite, l'auteur d'un jeu sérieux, il a une intention utilitaire, il voudrait que son jeu sérieux serve à faire autre chose que simplement se divertir. Et enfin, dernière chose, l'artefact, si vous voulez, véhicule à la fois des éléments de jeu, mais aussi des éléments qui vont viser une fonction utilitaire, qui peuvent être au nombre de 3, diffuser un message, dispenser un entraînement et permettre la collecte de données. Ça, c'est le premier point, c'est pour l'artefact. Et ensuite, le deuxième point qui nous permet de différencier le play du serious play, c'est-à-dire dans le cadre de l'activité, parce que play en anglais renvoie à la notion d'activité, il faut qu'on se situe en situation formelle, d'une part, et qu'il y ait de l'activité de jeu qui nous soit présentée. Et pour pouvoir être complètement dans une activité de type serious play, il faut absolument que ce soit une personne qui soit le représentant de ce système organisé, c'est-à-dire l'école, l'entreprise, etc., qui propose le jeu. Donc si on est en situation formelle et qu'on est en présence d'une personne qui propose le jeu, on est bien face à ce qu'on appelle du serious play. Et donc quand on veut faire du jeu sérieux, il nous faut à la fois un jeu qui se distingue du jeu sérieux, un jeu sérieux qui se distingue du jeu, et d'autre part, il nous faut bien être en situation formelle avec une personne qui propose l'activité de jeu. Et c'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure. Quand je vous ai proposé l'escape game, je suis par exemple un représentant d'une école, je viens vous former, mais si le jeu que je vous ai proposé n'est pas un jeu sérieux, c'est-à-dire c'est juste pour vous divertir, ça ne marche pas. On a bien vu que l'escape game, vous vous êtes amusé, mais moi, qui suis représentant d'un système organisé, je ne vous ai pas proposé en même temps des objectifs utilitaires associés. Donc, on n'est pas en présence de quelque chose qui s'apparente à un jeu sérieux.
Ok, alors en fait, non. Ici, on est dans ce qu'on appelle l'activité. Donc, play en anglais renvoie à la notion d'activité. En fait, pour bien comprendre la chose, en anglais ou dans la langue anglophone, il y a deux mots pour la notion de jeu. On a game d'une part et play d'autre part. Le game renvoie en général à la notion d'artefact, c'est-à-dire ce avec quoi on joue, ce qui nous permet de jouer, c'est-à-dire les dés, les pions, les cartes, etc. Et la notion de play nous renvoie plutôt à la notion d'activité. C'est-à-dire, par exemple, quand vous dites I play a game, je joue à un jeu, le fait de dire play nous renvoie à l'idée que je suis en train de faire une activité qui est de type jeu. On peut dire I play football, I play video game, I play Monopoly, ce que vous voulez. Donc ça, ici, quand on s'inscrit en situation formelle et qu'on propose un jeu, ici, on parle bien de l'activité. C'est pour ça que j'ai marqué serious play. Et quand on parle d'un serious game, on parle d'un jeu sérieux au sens d'artefact. C'est-à-dire, ça peut être par exemple un jeu comme euh, on en trouve par exemple America's Army que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est un serious game. Mais ce n'est pas un serious play parce qu'il s'agit juste de l'objet qu'on nous propose pour pouvoir faire ensuite une activité qu'on espère de nature serious play. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un objet, c'est inerte. C'est comme la bille tout à l'heure. Si vous prenez la bille, vous la posez sur une table, ça ne suffit pas pour faire du jeu. Il faut qu'il y ait une personne qui commence à vouloir utiliser cette bille. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la personne qui va manipuler cette bille ait des règles bien précises pour savoir comment faire pour jouer avec cette bille. C'est-à-dire qu'elle doit avoir un objectif à atteindre et on doit lui dire ce qu'elle a le droit de faire ou de ne pas faire pour atteindre cet objectif. Alors du coup, ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous proposer un deuxième type de jeu dans lequel vous allez pouvoir vous mettre en situation de faire un jeu sérieux. On va se mettre en situation de faire un jeu sérieux. Donc, ce jeu, alors, se joue cette fois-ci de manière individuelle. Alors, je vous explique. Cette fois-ci, il s'agit d'un jeu qui a pour but de vous sensibiliser à un message. Ce message est porté par un auteur qui s'appelle McLuhan. Et j'aimerais que vous fassiez ce jeu. Alors vous pouvez cliquer sur le lien, alors c'est un jeu individuel cette fois-ci, que vous cliquiez sur le lien, que vous fassiez le jeu en essayant de comprendre le message que l'auteur de ce jeu a voulu véhiculer. Alors, pour ce faire, je vous propose de regarder le jeu pendant 5 minutes et lorsque vous avez fini de jouer à ce jeu, je vais vous demander de vous connecter sur un lien pour répondre à un deuxième questionnaire, un peu comme on a fait tout à l'heure avec l'escape game. Donc normalement, c'est ce jeu que vous devriez avoir à l'écran. Le titre, c'est We Become What We Behold. Donc, à vos Google Traductions, si vous ne savez pas ce que ça signifie. Et je vous invite donc à appuyer sur le bouton Play. Donc, la durée de jeu, c'est 5 minutes. Et je vous demande d'essayer de comprendre le message qu'a voulu faire passer l'auteur de ce jeu. Ça, c'est l'objectif pédagogique, si vous voulez. Et vous avez 5 minutes pour jouer. Et ensuite, je vous demande de vous connecter sur un questionnaire qui est celui-ci pour renseigner ce que vous avez compris du jeu, ce que vous avez éprouvé durant le jeu, et on va débriefer tout ça ensemble. Donc en fait, en français, c'est nous devenons ce que nous voyons. Voilà, si ça vous éclaire un petit peu. Et ensuite, il est intéressant de regarder un petit peu dans les liens les informations qu'on pourrait vous donner. Alors, c'est une citation et on nous dit que c'est Marshall McLuhan qui en est l'auteur.
Vous voyez bien. Donc, pour le moment, nous avons 38 personnes qui ont répondu. Et donc là, on voit qu'on est sur des balances qui sont plutôt négatives concernant l'utilisation de ce jeu. Alors, on a des personnes qui, à 33%, ont ressenti du déplaisir. On a des personnes qui ont ressenti à 12,5% de l'anxiété. La peur n'est pas au rendez-vous. On a aussi une grande quantité de personnes qui sont dans une position plutôt neutre. On a 20% qui ont éprouvé du plaisir malgré tout, une personne qui a éprouvé de la joie et 11,6%, c'est-à-dire 5 personnes qui ont éprouvé de l'excitation. Alors, au niveau de ce jeu, on a un camembert qui est relativement divisé, à part égale. Donc on a une légère majorité de personnes, 40%, qui ont compris ce qu'il fallait faire et perçu un but utilitaire, 26,7% qui n'ont rien compris et 33,33% qui ont compris ce qu'il fallait faire mais qui n'ont pas vu la finalité. Alors, on va regarder un petit peu les buts utilitaires qui ont été perçus. Alors, observation et réaction. Alors, le but est sociologique. Je pense qu'il y a deux buts, nous faire réfléchir sur ce que nous pouvons regarder et l'attention qu'on y porte. Le deuxième est le sensationnalisme, pardon. Les hashtags reflètent une envie de normaliser notre manière de penser sur les réseaux sociaux, par exemple. Les images sorties de leur contexte peuvent être détournées lors de leur diffusion pour dire ce que l'on veut, repérer des émotions différentes, être influencé, les différences. J'ai l'impression que la prise en photo engendre la publication sur une sorte de réseau social et les commentaires changeraient des gens. Donc, des personnes nous disent je manque de règles, j'ai besoin d'être anglophone, pas évident pour des quiches en anglais, marrant, excellent. Très bien. Alors, on va s'arrêter là sur les éléments que vous avez évoqués et je vais vous donner des explications. En fait, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, on est face à une situation où je vous ai proposé un jeu et cette fois-ci, je vous ai donné des objectifs pédagogiques, c'est-à-dire de réfléchir à un message qui était porté par le jeu, et le message, il nous est donné d'entrée de jeu par le titre, c'est-à-dire nous devenons ce que nous voyons. Bien. Ensuite, il y avait aussi un sous-titre, c'est que on façonne les outils et ensuite ces outils nous façonnent. C'est-à-dire que quand on développe par exemple un ordinateur et Internet, on fabrique d'abord cet outil et ensuite Internet, quelque part, va nous façonner. Ce sont des approches voilà, qui sont données par ce chercheur McLuhan. Et donc, là, en l'occurrence, l'auteur du jeu, qui lui n'est pas McLuhan, hein, qui est une personne tierce, qui est un auteur à part entière, a voulu illustrer ce propos, nous devenons ce que nous voyons. Et donc, effectivement, ce que vous incite à faire le jeu, c'est que vous allez photographier des scènes de violence, et plus vous les photographiez, et plus la population devient haineuse et engendre de la violence. Et en fait, vous rentrez dans une espèce de spirale où plus vous focalisez sur la violence, plus on s'y habitue, et donc il faut monter un petit peu le cran pour en fait continuer à faire du sensationnalisme, comme ça a été dit par certaines personnes. C'était ça l'idée du message porté par ce jeu. Après, évidemment, on peut y voir d'autres messages, d'autres interprétations. Donc des personnes n'ont pas vu, par exemple, le lien entre l'objectif du jeu et le message. Alors, le jeu avait-il vraiment un objectif? Ça, c'est une bonne question qu'on pourrait se poser. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu qui vous est proposé, c'est plutôt une expérience. En fait, vous n'avez pas vraiment de libre arbitre dans ce jeu, vous êtes plutôt condamné à cliquer sur les choses que l'auteur aimerait que vous fassiez. En effet, si vous faites le choix d'aller photographier, par exemple, des scènes pacifistes dans le jeu, comme les personnes qui mettent des banderoles, etc., d'amour et de paix, ben, en fait, ça ne passe pas dans les médias, ça ne les intéresse pas. Vous êtes obligé chaque fois d'aller chercher la chose qui est un petit peu atypique, comme la personne qui va être violente, la personne qui a un revolver, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il y a une façon de vous amener, évidemment, sur la manière d'interpréter ce message,
qui est évidemment dirigé, souhaité et qui ne vous permet pas de faire votre propre choix par rapport à ça. Donc vous êtes orienté, c'est clairement le cas dans le cadre de ce jeu. Donc le jeu en lui-même ne permet pas vraiment de gagner. On arrive à une fin, mais qui est plus donc une expérience. Voilà, vous n'avez pas réellement à la fin le sentiment d'avoir gagné. C'est donc quelque part une expérience que vous pouvez définir comme n'étant pas du jeu. Et j'aurais pu poser la question, est-ce que vous percevez cette expérience comme étant du jeu? Certains auraient répondu oui, d'autres non. Et c'est tout à fait normal, puisque rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, le jeu est une perception qui est subjective. Rappelez-vous de ces auteurs qu'on a vus en introduction et qui ont tous un avis différent sur les propriétés qui permettent de définir le jeu. Alors, est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Alors, je vois Annick. Après, est-ce qu'on ne trouverait pas un but utilitaire à n'importe quel jeu si on nous dit qu'il y en a un? Je suis parfaitement d'accord et je suis convaincu que chaque jeu est source d'apprentissage. Alors, c'est très bien parce que ça va me permettre de repréciser des choses. En fait, je vous ai dit, dans le cadre de la présentation, que il y avait une personne qui devait proposer le jeu quand on s'inscrit en situation formelle. C'est-à-dire la personne qui propose le jeu, ce représentant, ce fameux représentant, c'est la personne qui va évidemment nous amener à atteindre un objectif utilitaire qu'il a choisi de nous faire atteindre. C'est-à-dire que évidemment, quelque part, il va nous orienter. Un peu comme je l'ai fait avec la proposition de ce jeu et avec la manière dont j'ai choisi de vous faire l'interprétation du message de McLuhan. Évidemment, pour McLuhan, ce serait peut-être pas du tout ce type de registre qu'il aurait utilisé pour illustrer son propos. Là, on a pris un jeu, j'ai choisi une façon d'aborder le sujet et évidemment, je vous oriente à quelque part. Donc, quand on dit que on pourrait voir un but utilitaire à n'importe quel jeu, tout à fait, c'est tout à fait possible. Donc, pour éviter que chacun voit midi à sa porte, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure comme phénomène avec le cas de l'escape game. Hein. Rappelez-vous, vous avez tous joué à un escape game et j'ai eu, je peux vous le remontrer si vous voulez, hein, dans le partage écran, des réponses qui étaient différentes concernant les objectifs ou les sentiments d'apprentissage que vous avez associés à ce jeu. Il y a des personnes qui m'ont dit j'ai noté sur mon cahier des idées, d'autres ont dit j'ai vu de l'observation, de la coopération, de la logique, d'autres ont vu de la déduction, d'autres ont vu qu'on pourrait mieux cacher les indices, d'autres ont vu qu'on pouvait faire des liens différents entre les objets, d'autres n'ont rien vu, etc., etc. En fait, le problème, c'est que quand vous proposez une activité de jeu et que vous ne cadrez pas les objectifs utilitaires par un brief initial, en fait, vous avez ce risque-là. C'est-à-dire que chacun va voir midi à sa porte. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important, dès le départ, d'annoncer la couleur. Quelle est l'orientation que vous voulez donner à l'activité? Quels sont les objectifs utilitaires que vous voulez viser? Et le jeu n'est finalement qu'un moyen pour atteindre cet objectif. Ça, c'est très important de le comprendre. Mais malgré tout, nous restons des humains. Et nous avons tous notre libre arbitre et notre façon de penser. Donc je dis bien qu'on maximise les chances d'atteindre les objectifs utilitaires. J'insiste bien là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas obtenir la garantie que 100% des personnes qui suivent votre activité vont comprendre ou interpréter les objectifs utilitaires comme vous le souhaiteriez. Ça, c'est très important de l'intégrer. Alors, ensuite, leur tourne. Donc, on va passer au niveau suivant. Donc, sur les aspects design, ce que je voudrais dire, d'où l'importance du débriefing, tout à fait, Susan, et on va y revenir. Le débriefing étant un moyen ensuite de pouvoir asseoir les orientations, et c'est pour ça que je vous ai proposé de faire ce Google Drive, ce questionnaire sur Google, je vais y arriver, sur lequel en fait on va pouvoir s'appuyer sur les ressentis de chacun, s'appuyer sur les interprétations de chacun pour recentrer le propos. Le Google Form. Merci Manon.
Alors, du coup, concernant la question qui était de savoir si on pouvait instrumentaliser du jeu, en fait, pour y répondre, on peut dire qu'il existe en fait 4 manières, 4 approches pour concevoir du jeu sérieux. Alors, on n'aura pas le temps de les détailler, mais si vous voulez, vous avez ce qu'on appelle le serious game design. C'est le fait de concevoir un serious game en partant de rien, en élaborant un cahier des charges, et puis ensuite on construit le jeu. Soit par une approche qui est la gamification, qui est un moyen aussi de concevoir du jeu sérieux. Alors la gamification, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un procédé de design qui consiste à s'inspirer du design, de ce qui se fait dans le design du jeu, pour l'associer à du design dans d'autres domaines. Par exemple, quand je design une voiture, je peux m'inspirer du design du jeu pour rendre le tableau de bord un peu plus engageant, un peu plus ludique. D'accord? Mais à la fin, si je décide par exemple de rendre une cafetière un peu plus ludique, j'obtiens quelque chose qui est potentiellement un jeu sérieux, puisque j'ai à la fois une composante utilitaire et à la fois une composante ludique. Donc, il se trouve que des approches gamifiées peuvent parfois nous amener à un serious game. Ensuite, je peux utiliser aussi l'approche de dégamification. Alors, la dégamification, c'est quoi? C'est je prends un jeu qui existe, et je décide de lui enlever des éléments. Par exemple, je prends une boîte de Monopoly, je décide d'enlever des cartes de chance, des cartes communauté, et pour ne garder qu'à la fin, peut-être des pions et des billets de banque. Voilà. Donc j'ai dégamifié, c'est-à-dire j'ai enlevé des éléments ludogènes pour atteindre à la fin ce qui m'intéresse pour pouvoir faire mon propos. Par exemple, dans le cas du Monopoly, si je ne garde que les billets de banque, à la fin, ça signifie que je veux peut-être faire uniquement travailler mes apprenants sur des opérations, des soustractions avec des billets de banque. Par exemple, si je te donne 100 et que ça coûte 50, quelle est la monnaie que tu dois me rendre? Ensuite, on a le serious gaming. C'est une approche qui est aussi intéressante et qui consiste à détourner des jeux existants, pas forcément des jeux sérieux, hein, ça peut être des jeux du commerce et qui s'inscrivent dans le marché du divertissement. On peut les détourner soit par les usages, soit par une modification de ces jeux. C'est-à-dire, je prends le Monopoly, je décide de modifier certaines cartes de jeu, par exemple dans les cartes chance, je vais embarrer le contenu de certaines cartes pour le remplacer par un contenu qui m'est propre et qui va aller dans le sens de mon propos. Donc, quand vous avez compris qu'on a différentes manières de designer, on peut avoir différentes façons de, de faire des jeux sérieux. En fait, on s'aperçoit rapidement qu'il y a deux approches, le serious gaming et la dégamification, qui sont en fait des approches qui permettent tout simplement de détourner ou d'opérer des modifications sur des jeux pour leur assigner des objectifs utilitaires. Et donc, ces approches-là sont quelque part une manière d'instrumentaliser des jeux. Alors, ces opérations se font a posteriori, c'est-à-dire qu'on a déjà le jeu qui est existant et donc on l'instrumentalise bien puisqu'il s'agit de les modifier, soit par les usages, soit en les modifiant. Et donc là, on peut répondre déjà à la première question qui nous a été posée. Est-ce qu'il est possible d'instrumentaliser le jeu? Oui, on peut le faire. Maintenant, ça nous inscrit donc en rupture avec l'approche de Kellner. Et donc à partir de là, quand on sait ça, ben, qu'est-ce que ça nous amène à comprendre? C'est que l'instrumentalisation du jeu est possible, et donc tout ce on a pu nous dire sur la manière de voir s'il était possible ensuite de bien ménager le jeu d'un côté et la dimension de l'autre, ça, c'est une autre question à laquelle maintenant il faut qu'on réponde, puisque ce n'est pas le tout de dire on peut instrumentaliser du jeu, encore faut-il savoir comment le faire. Et ça, c'est la question suivante qu'on doit maintenant aborder.
Ok, donc je reviens. La gamification n'est pas considérée comme une instrumentalisation du jeu. Alors, hop, je reviens en arrière pour présenter le slide. Alors, la gamification, je reprends l'approche, c'est l'idée qu'on part d'un objet utilitaire ou d'un artefact utilitaire. Une voiture, une paire de baskets, une cafetière, etc. Donc on n'est pas sur une matière qui est du jeu à la base, on n'est pas sur un artefact de type jeu. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas considérer la gamification comme étant un moyen d'instrumentaliser du jeu. Les deux approches qui permettent vraiment de partir d'un artefact de jeu, c'est la dégamification, qui consiste à enlever à un jeu existant des éléments ludogènes, ou alors d'utiliser l'approche du serious gaming qui permet de détourner soit par les usages, soit en modifiant un jeu existant. C'est pour ça que les deux approches qui permettent de faire l'instrumentalisation sont bien la dégamification et le serious gaming. Alors, par exemple, on nous dit la gamification lors d'une réunion, définir le tour de parole avec un lancer de dés. Voilà, on a une situation de réunion, donc c'est un contexte qui est purement utilitaire dans lequel on introduit des éléments de jeu. Donc on est vraiment là dans l'idée d'une gamification et on voit bien que on n'instrumentalise pas dans ce cas-là le jeu en tant que tel. On apporte du jeu, on apporte des éléments de jeu. Ce sont ces éléments de design qu'on appelle la gamification. Ce qui n'a rien à voir avec la dégamification, où c'est le processus euh, auquel on fait appel, c'est qu'on a un jeu qui est là, présent, qui existe, et on va lui enlever des éléments. C'est-à-dire, par exemple, pour reprendre le cas des dés, je prends une boîte de Monopoly, j'enlève les dés, je retire les dés du jeu, du coup, on a dégamifié le Monopoly puisqu'on lui a enlevé quelques éléments ludogènes, c'est-à-dire des éléments de jeu, de manière à en faire autre chose. Mais ça correspond bien à une instrumentalisation. Voilà, donc ce que je vous propose pour aller un peu plus vite, donc quand on fait un design de jeu sérieux, que cherche-t-on finalement à faire? En fait, il nous faut les ingrédients suivants. Il nous faut d'abord la base minimale de jeu, donc c'est le joueur, la joueuse, les règles, qui sont ici matérialisées avec le terme métabrique, le game bit qui matérialise l'artefact, et on va associer notre scénario utilitaire. On a dit que c'était important quand on s'est situé en situation formelle d'avoir un représentant. Donc vous avez en haut de l'écran du schéma un petit bonhomme qui indique une cible et qui correspond à l'objectif utilitaire. Lorsqu'on est face à un jeu sérieux, c'est-à-dire une activité de type jeu sérieux, il nous faut tous ces ingrédients. Si vous en manque, il y a un problème. Il vous manque quelque chose. Alors ensuite, une fois qu'on a dit ça, on peut prendre n'importe quel jeu, d'accord, ça correspond au GameBit. Ensuite, on va définir les règles, qu'est-ce qu'on va devoir faire. Alors, les règles, je tiens à préciser, ce n'est pas uniquement les règles qui sont inhérents au, à l'artefact. C'est-à-dire que vous avez deux types de règles à mettre en place. Vous avez les règles qui consistent à utiliser l'artefact, le dispositif de jeu, mais vous avez également les règles qui peuvent s'inscrire autour de ce jeu. Ici, en l'occurrence, vous voyez, on a instrumentalisé un jeu vidéo qui s'appelle Overcook, dans lequel on doit fabriquer des plats, par exemple une soupe à l'oignon. Et dans ce jeu, on demande à 4 personnes de jouer en simultané. Et ces 4 personnes qui vont jouer en simultané sont quelque part les exécutants, et on rajoute une cinquième personne qui va être leur coach ou leur manager. Et ce manager va essayer de voir un petit peu quelles sont les personnes en difficulté, va aussi fixer les objectifs pour chacune des personnes qui manipulent les manettes pour être le plus efficient possible pour fabriquer la soupe à l'oignon. Et ce qui a été demandé de faire au départ de ce jeu, ce qui a été précisé comme règle pédagogique, c'est d'être sensibilisé à la notion de management, avec l'idée que quand on est dans un groupe organisé, on doit savoir s'écouter, on doit savoir s'entraider, on doit savoir respecter un rôle et se tenir à ce rôle et faire remonter à son manager ou aux autres personnes les difficultés qu'on peut éventuellement rencontrer.
Et le manager, lui, de son côté, doit faire en sorte de pouvoir être à l'écoute, de pouvoir fixer des objectifs qui soient réalistes et de faire en sorte d'aider les personnes en difficulté en demandant à d'autres de venir le suppléer, par exemple. Et donc ça, vous voyez qu'on a fixé des règles qui sont autour du jeu et pas, on n'a pas modifié le jeu vidéo en lui-même. Donc c'est ça en fait l'idée de faire ce qu'on appelle du serious gaming, c'est-à-dire que j'ai fixé ici des objectifs autour du jeu, des objectifs qui sont utilitaires, mais qu'on ne retrouverait pas en utilisant le jeu vidéo qui est ici utilisé à la maison dans un autre cadre. Alors maintenant, si on continue, on voit qu'il y a toujours cette notion de débriefing qui est importante. Et le débriefing, on peut le faire à différents niveaux. On peut demander aux joueurs eux-mêmes de se faire un propre débriefing et on peut évidemment construire un débriefing avec la personne qui organise l'activité. Donc ici, en l'occurrence, dans ce jeu Overcook, les personnes incarnent en fait les membres d'un restaurant qui doit se monter et ils jouent en mode collaboratif, mais aussi en mode compétition. Pourquoi? Puisque en fait, les groupes sont en concurrence, c'est-à-dire qu'il y a 4 groupes et on indique au début de la partie qu'on retiendra qu'un seul des groupes pour monter le fameux restaurant spécialisé dans la soupe à l'oignon. Et donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est de voir quelles sont les stratégies que les joueurs mettent en œuvre pour pouvoir améliorer leur performance de partie en partie. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les joueurs discutent à l'issue d'une manche, puisqu'ils ont droit à 3 manches pour pouvoir essayer d'établir le meilleur score. Et donc, chaque fois, ils vont faire un point avec leur manager sur j'ai pas été bon pour faire la vaisselle, j'aurais voulu que quelqu'un d'autre fasse la vaisselle parce que pendant que je coupe les oignons, j'ai pas le temps de faire la vaisselle. Et donc, ce sont des phrases de ce type-là. Et ce qui est très intéressant à analyser, c'est de voir un petit peu la manière dont les gens s'organisent pour mettre en œuvre leur stratégie entre les manches. Donc là, on voit des personnes qui réfléchissent, qui dessinent en fait la cuisine, qui vont imaginer des parcours de circulation qui vont être optimum, en disant, toi, tu vas te localiser à tel endroit pour pouvoir uniquement attraper les oignons et tu vas les mettre sur l'îlot central. Toi, tu vas te situer au niveau des tablettes et tu vas découper les oignons. Toi, tu seras près de l'évier et tu pourras faire la vaisselle, et ainsi de suite. Et ce qui est assez amusant à analyser, c'est qu'on voit des personnes qui vont jusqu'à prendre des attitudes de coach sportif pour mobiliser les troupes. Alors on voit ici nettement la personne qui a les mains posées près du visage et toutes les postures des joueurs ou des participants qui sont penchés vers l'avant, signe qu'ils sont très impliqués dans l'activité. Donc tout ça pour dire quoi? Ce qu'on veut essayer maintenant de répondre comme question, enfin la question à laquelle on essaye de répondre, c'est peut-on superposer des objectifs utilitaires et du jeu tout en préservant les deux parties? C'est-à-dire, est-ce qu'on va, en faisant du jeu sérieux, tuer le jeu, ou est-ce qu'en faisant du jeu, on va tuer la dimension utilitaire? C'est cette question-là à laquelle on va essayer de répondre maintenant en ayant ces connaissances en termes de design. Donc, je vous ai dit qu'en fait, quand on structure une activité ludopédagogique, il nous faut 3 temps. Il faut introduire l'activité, il faut l'animer, il faut le débriefer. C'est les 3 temps pédagogiques de Nicole Tremblay. Introduire l'activité, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Quand je vous ai proposé le jeu qui consistait en fait à regarder McLuhan et le message nous devenons ce que nous voyons, je vous ai dit d'entrée de jeu, je voudrais que vous soyez attentif à un message. Pour le cas de la soupe à l'oignon, je leur ai dit, je voudrais que vous soyez attentifs à la notion de management, au fait que chacun a un rôle dans un groupe et que vous devez vous écouter pour pouvoir atteindre les objectifs utilitaires. Ensuite, on a la phase d'animation. La phase d'animation, on anime le jeu. Alors aujourd'hui, on est dans une situation un peu particulière, on est à distance, ce qui fait que ça complexifie un petit peu la manière d'animer, mais j'ai essayé de le faire malgré tout. Par exemple, lors de l'escape game, je lisais à voix haute les indices qui étaient trouvés par certaines personnes qui participaient à ce webinaire. Et ensuite, on a le débriefing.
le débriefing, je voulais matérialiser concrètement par le Google Form dans lequel je vous ai posé des questions. Et la structure de ce débriefing est articulée de la manière suivante. Vous avez d'une part une première question qui est la notion du ressenti. C'est très important que les personnes qui viennent de jouer puissent exprimer ce qu'ils ont ressenti, ce qu'elles ont ressenti. Et s'il y a des frustrations ou des valences négatives qui sont liées par rapport au fait de ne pas avoir compris comment on jouait, par rapport au fait d'avoir solutionné le jeu, il faut absolument pouvoir l'évacuer. Et donc ça, c'est sûr que tant que les personnes n'auront pas compris ou n'auront pas évacué ce stress de ne pas avoir réussi le jeu ou ce ressenti négatif, ils ne vont pas être réceptifs aux propos qu'on pourrait tenir. Après, avoir des valences négatives n'est pas forcément signe de frustration. Ça peut être aussi quelque chose qui est voulu dans le design de l'activité pour inciter les gens à réfléchir sur certains propos. Par exemple, dans le cadre du jeu de McLuhan, vous avez une majorité de valences négatives qui sont ressorties. Et donc, dans ce cadre-là, il était intéressant de comprendre pourquoi, de l'analyser et de voir qu'en fait, c'était voulu par l'auteur du jeu pour vous amener à réfléchir sur le propos, sur la phrase de McLuhan. Donc, on a ces trois phases-là, introduire l'activité, animer l'activité, débriefer l'activité, qui sont vraiment très importants pour pouvoir faire votre activité, votre séquence ludopédagogique. Mais ce n'est pas tout. Il va falloir aussi prendre en compte la question sur laquelle on veut se positionner, à savoir, est-ce qu'on peut ménager la chèvre et le chou, à savoir, est-ce qu'on peut ménager la dimension utilitaire et la dimension de jeu? En fait, quand on voit la question, peut-on superposer les objectifs utilitaires et le jeu? On se rend compte que les éléments ne sont pas superposés, mais sont en fait apposés côte à côte. Et ça, c'est très important de le comprendre. On a en fait un temps qui est dédié au jeu et on a un temps qui est dédié au débriefing, si on prend uniquement ces deux parties-là. Et donc, on voit que lorsqu'on est en train de jouer, il faut vraiment laisser les gens jouer. C'est la place du jeu. Et c'est uniquement quand on passe dans la phase de débriefing qu'on va pouvoir connecter les aspects utilitaires. Et c'est durant cette phase où on fait où on fait les aspects utilitaires, le jeu, lui, il est terminé. On le ferme et on ne fait qu'évoquer ce qui s'est passé durant le jeu. Donc lorsqu'on regarde le Google Form, on n'est plus en train de jouer. On est dans une phase où on analyse l'activité qui vient de se dérouler durant la phase de jeu. Et ça, c'est très important de le comprendre. Donc, pour répondre à la question qui nous a été posée, on ne cherchera pas à superposer les dimensions utilitaires et la dimension jeu. En fait, on va les apposer côte à côte. On fait le jeu et ensuite on débriefe. Et si vous comprenez ça, ben vous avez tout compris du webinaire d'aujourd'hui, ou du moins du propos que j'essaye de vous exposer. Et donc à partir de là, pour bien comprendre le phénomène, on peut revenir sur le cas du jeu de la soupe à l'oignon. Vous voyez ici qu'en fait, on avait bien une phase à gauche qui est symbolisée en jaune, qui était le jeu. Donc les personnes sont en train de jouer. Et à droite, vous avez des phases où les personnes débriefent. Et donc, ce n'est plus la partie, comment dirais-je, ce n'est plus la phase où on est en train de manipuler les manettes. On n'est plus dans le jeu lui-même, si vous voulez. Alors, un entraînement, c'est effectivement un exercice. Ça peut être vu comme un exercice. La question, c'est est-ce que cet entraînement est vécu comme étant un jeu? Ça, c'est une question qui pourrait faire l'objet d'un webinaire à lui tout seul, parce que quand on lit le livre de Ralph Koster, qui s'appelle Theory of Fun, pour lui, en fait, pour ce game designer américain, qui défend une idée qui est très très intéressante, l'exercice ne correspond pas à du jeu. Pour lui, ce qui correspond à du jeu, c'est lorsqu'on est en train d'apprendre. Et donc, quand on a ce type de discours-là, encore une fois, c'est une approche qui est subjective, on peut répondre à votre question, Véronique, en se disant que finalement, l'entraînement, c'est peut-être pas du jeu. Voilà, alors on est capillotracté, hein, pour certains peut-être.
Mais en fait, on pourrait tout à fait dire que l'entraînement n'étant pas du jeu, il n'est pas possible ici de pouvoir le positionner comme étant une superposition entre le jeu et l'activité et la phase utilitaire. De manière très simple, c'est la manière dont vous allez designer l'activité et le type de jeu que vous allez choisir. Ce qui va me permettre de faire ensuite une belle transition avec la fin de ce webinaire. Lorsque vous choisissez un jeu, en général, il y a deux choses qui vont vous permettre de savoir si vous avez gagné. Soit vous avez atteint un résultat donné, soit vous avez évité un résultat donné. Je m'explique. Si vous jouez à Pac-Man, pour passer d'un niveau à un autre, vous devez manger toutes les Pac-Gommes. Et lorsque vous avez atteint le résultat qui consiste à dire vous avez 0 Pac-Gomme restant à l'écran, alors vous avez gagné et vous passez au niveau suivant. Mais l'ordinateur ou la console de jeu, elle, ce qu'elle fait, c'est uniquement regarder quel est le score, le nombre de Pac-Gomme, pardon, qui est affiché à l'écran. Lorsqu'il voit que le résultat est de 0, alors il a la correspondance avec ce qui est attendu et donc il propose de passer au niveau suivant. Quand vous jouez à Tetris, pour illustrer l'évitement, en fait, vous pouvez jouer tant que vous n'avez pas de tétraminos qui ont dépassé la dernière ligne. Après quoi, c'est perdu. Donc, du coup, vous voyez qu'en fait, un jeu, c'est finalement un jugement qui est porté sur un résultat ou un évitement qui est constaté. Et donc, à partir de là, vous êtes quelque part dans un registre assez manichéen. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on doit faire pour gagner, il n'y a pas d'autre possibilité. Maintenant, si vous prenez des jeux qu'on appelle des jeux épistémiques, c'est-à-dire des jeux où vous n'avez pas forcément une solution pour gagner, où vous n'avez même pas de solution pour gagner, c'est-à-dire que ça peut être ouvert à tout un ensemble de possibles, ou vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle des jouets, c'est-à-dire des bacs à sable, des, des approches où finalement vous n'avez pas forcément d'objectif clair pour gagner. Vous pouvez faire comme vous voulez et considérer que vous avez gagné ou perdu à tout moment, si vous le souhaitez, si vous jugez utile de le faire. Vous êtes dans des approches qui sont beaucoup plus ouvertes. Et donc, dans ce cas-là, vous n'avez peut-être pas ce sentiment d'orienter les utilisateurs de la même manière. On est dans des mécanismes qui sont beaucoup moins manichéens puisqu'il n'y a pas un résultat précis d'attendu, mais un ensemble de possibles. Voilà, donc le choix du jeu est déterminant, par exemple, et ainsi que le choix de l'activité que vous allez proposer autour de ces applications ou de ces dispositifs. Choisir le jeu de rôle peut être un moyen, effectivement, d'avoir des ouvertures, d'avoir une approche ouverte, et on n'est pas dans des approches manichéenne, puisque au bon vouloir du maître du jeu, il peut accepter des propositions, de l'improvisation, des choses qui sont inattendues et qui peuvent effectivement venir ensuite, dans le cadre d'un jeu sérieux, servir le propos. Sur ce registre-là, je vous conseille par exemple de regarder les écrits de Gonzalo Frasca et le théâtre de l'oppression de Augusto Boal, qui pourraient vous intéresser. Alors, ensuite, je vais conclure avec la dernière partie de manière très simple. Alors, nous avons vu beaucoup de choses, mais il faudrait se poser la question aussi de savoir pourquoi on fait usage d'un jeu sérieux en situation formelle. À quoi ça sert tout ce bazar? Pourquoi on parle ensemble depuis près de 1h40? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous faites un play design, vous construisez en fait une fusée à un étage. Et la finalité, c'est le bien-être. Vous êtes dans le secteur du divertissement, vous proposez un jeu, et ce que vous cherchez, c'est que les gens se fassent plaisir, qu'ils aient une finalité qui soit le bien-être. Quand vous êtes dans le cadre du serious play design, c'est-à-dire le design du jeu sérieux, en fait, vous construisez une fusée à 2 étages. Vous avez le jeu qui n'est plus une finalité en soi, mais juste un moyen d'atteindre la dimension utilitaire.
Et donc, à partir de là, quand vous comprenez ça, vous comprenez tout de suite qu'en fait, vous avez tout un ensemble de possibles qui vont se dessiner à vous. Alors, je passe rapidement ces parties-là, mais voilà. Euh, En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est que les joueurs ou les participants rentrent tranquillement dans le premier étage de la fusée, qu'ils aient une motivation qui soit forte pour jouer et que cette motivation soit suffisamment forte pour les amener jusqu'au niveau utilitaire. En gros, ce qu'on cherche, c'est la motivation pour s'engager dans le jeu et la motivation pour s'engager dans la dimension utilitaire. Maintenant, la vie, c'est pas ça, c'est pas ça. Vous pouvez avoir tout un ensemble de profils. Vous pouvez avoir des gens qui vont s'engager dans l'activité telle que vous l'avez prévue, et puis d'autres qui vont être en opposition, d'autres qui vont s'inscrire dans le prescrit, mais pas du tout dans le jeu, ce qui fait qu'on a un peu une situation qui est celle-ci. Vous pouvez avoir des gens qui vont rentrer dans le jeu et qui vont rentrer dans la dimension utilitaire, d'autres qui vont décider de rester dans la phase de jeu, qui ne vont pas vouloir monter dans la phase utilitaire, d'autres qui vont grimper directement au niveau utilitaire sans passer par le jeu, parce qu'ils ont une motivation intrinsèque qui fait qu'ils n'ont pas envie de jouer, mais qu'ils ont envie de coller au prescrit et de remplir les objectifs utilitaires. Et puis vous avez aussi la flèche grise en bas, les disrupteurs, qui sont les personnes qui ne voudront pas monter dans votre fusée, qui refuseront de s'engager là-dedans. Pourquoi? Parce que vous avez en fait tout un ensemble de profils de joueurs ou d'utilisateurs, de participants qui ont leurs propres intérêts, leurs propres caractères, leurs propres objectifs. Et donc, à partir de là, vous avez ici, par exemple, le modèle de type Dodecad qui a été fait par Markansky en 2015, qui est assez intéressant et qui vous montre un petit peu le, le, le panel de tous les profils que vous pouvez avoir. Et donc, vous comprenez bien que la médiation humaine est extrêmement importante pour arriver à faire en sorte que dans le cadre d'une activité, on puisse essayer d'atteindre au mieux les objectifs utilitaires. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai bien insisté sur la notion de maximiser les chances, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de faire tout ce qu'on peut en tant que médiateur ou médiatrice pour viser les objectifs utilitaires, mais vous aurez fatalement des personnes qui risqueront de passer à côté de votre objectif. Ça, c'est pas entièrement de votre faute, parce qu'on est tous différents, mais vous pouvez néanmoins faire en sorte de maximiser les chances. Alors ici, vous avez un petit schéma qui va maintenant voir de manière un peu plus macro tout ce qu'on a vu ensemble. On a vu tout à l'heure que pour avoir un jeu sérieux, il nous fallait un artefact de type jeu, des règles, quelqu'un qui va orienter, qui va assurer la médiation, un scénario pédagogique clair, toute la chaîne de valeur qui nous permet de disposer d'un jeu, alors d'un jeu sérieux. Alors on a vu différentes manières de designer ce jeu sérieux, et tout ça pour finalement aller fabriquer une fusée à 2 étages, qu'on peut appeler un dispositif. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on utilise la méthode que je vous ai indiquée, en 3 étapes, introduire l'activité, animer l'activité, débriefer l'activité, on est dans l'idée qu'on va amener un public à rentrer dans la fusée. Donc, quelque part, on les contraint à rentrer dans cette fusée, en espérant qu'ils vont passer successivement du premier étage au deuxième étage de la fusée. Néanmoins, on a dans l'idée que cette contrainte qu'on impose au départ, ce n'est pas pour formater les gens, mais au contraire pour opérer une transformation. C'est-à-dire qu'on espère qu'on va sortir grandi de cette expérience en ayant la possibilité d'opérer une transformation, de faire en sorte que les gens apprennent des choses, qu'ils puissent évoluer. Et c'est ça l'idée. Donc en fait, quand on utilise le mot de contrainte, il ne faut pas non plus voir ça comme étant quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir mettre en place l'activité de jeu. Si chacun suit ses règles de son côté, si on ne se met pas d'accord sur des règles communes pour jouer, par exemple, ça devient très difficile. Donc, les transformations s'opèrent au niveau des personnes qui rentrent dans l'activité, mais il faut aussi voir que les transformations s'opèrent aussi à d'autres niveaux.
il s'opère au niveau de la personne qui propose l'activité et il s'opère aussi au niveau de l'activité de jeu qu'on a proposée, au niveau du jeu sérieux lui-même. C'est-à-dire que chaque fois qu'on propose une activité de type jeu sérieux, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Et ça va nous amener à améliorer notre fusée par itération successive. Et donc, à partir de là, quand on voit cette approche globale, on voit que finalement, on apprend beaucoup de chaque expérience ludopédagogique qu'on met en œuvre, qu'on espère opérer des transformations au niveau des apprenants, des participants, mais que finalement, tout se transforme. Il y a des transformations au niveau du jeu, il y a des transformations au niveau de la personne qui propose l'activité, et tout finalement aboutit à des transformations successives. Et donc, à partir de là, pour pouvoir évaluer tout ce bazar, il va falloir qu'on dispose d'un outil qui soit adapté. Donc, le modèle qu'on propose, c'est le modèle cépage. Donc, on retrouve dans ce modèle les 3 étapes, les 3 phases, les 3 temps pédagogiques de Nicole Tremblay, qui sont introduire l'activité, animer, débriefer. Mais on va aussi rajouter des dimensions qu'on va analyser. Et ces dimensions sont le contexte, c'est-à-dire dans quel cadre on joue, quels sont les enjeux, est-ce que ça facilite ou pas l'activité, soit pour l'introduire, soit pour l'animer, soit pour le débriefer. Pareil avec la personne qui propose l'activité, est-ce qu'elle est à même de pouvoir introduire, animer et débriefer, comment ça se passe pour elle. Ensuite, au niveau du scénario pédagogique ou du scénario utilitaire, est-ce que tous les ingrédients sont là pour bien comprendre où on va, d'où on part et où on va durant les 3 phases. Les personnes qui participent, est-ce qu'elles sont bien engagées? Est-ce qu'elles s'entraident? Est-ce qu'elles font en sorte de bien atteindre les objectifs et est-ce qu'elles participent bien au débriefing? Et enfin, on peut interroger la cohérence du jeu ou des jeux choisis pour faire assurer cette activité. Et donc, si on passe un petit peu un coup de zoom sur ces différentes dimensions, on retrouve en fait ici les différents ingrédients qu'on a vus pour notre activité ludopédagogique. Le contexte, c'est notre cadre, c'est aussi les cibles qu'on vise, les objectifs qu'on vise. L'enseignant, c'est la personne qui assure la médiation. La pédagogie, c'est notre scénario pédagogique ou notre scénario utilitaire. Les apprenants, c'est les personnes qui vont devoir effectuer l'activité de jeu. Donc on a dit tout à l'heure qu'avec la base minimale de jeu, s'il n'y a pas de joueur ou de joueuse, on ne peut pas avoir de jeu. Et enfin, le 5, l'artefact qui nous permet de jouer, c'est par exemple la bille ou le jeu vidéo ou les éléments que je vous ai proposés, c'est-à-dire les éléments avec quoi on joue. Alors en fait, le modèle cépage est un modèle qui est, comment dirais-je, on peut se l'approprier. C'est un métamodèle, c'est-à-dire qu'en fait, on est libre de l'utiliser comme on veut et de mettre les questions qu'on veut à l'intérieur. Et en attendant, bah, écoutez, j'ai été ravi d'échanger ce moment à la fois ludique et sérieux avec vous, en espérant que cela vous aura apporté quelque chose. Je tenais à remercier Julien pour son webinaire vraiment très très complet. Vraiment, on a appris vraiment plein de choses. Je pense que tu as répondu à beaucoup de questions. Tu es aussi notre premier webinaire qui a duré aussi longtemps. Tu touches vraiment beaucoup de domaines. Donc là, pour le coup, j'imagine qu'il y aura sans doute d'autres questions que nous te renverrons. Pour l'enregistrement, je pense qu'il sera disponible d'ici quelques jours, hein, le temps qu'on fasse un petit peu le montage, Aurélia et moi. Et puis vraiment, au nom du collectif, on tient vraiment à te remercier. Vraiment, moi en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Et je te souhaite donc une bonne soirée ainsi que tout le monde. Merci beaucoup. Et à très très vite. Merci Merci vraiment. pour l'expérience et puis très bonne soirée et à bientôt. Au revoir Julien, au revoir à tous. Au revoir.